OK. Autorisation. OK. Bien. Donc, comment faire pour enregistrer des données avec PHP MySQL? OK? Comment faire? Alors, pour pouvoir insérer des données avec PHP MySQL, il faut savoir que vous devez tenir compte, n'est-ce pas, des, des types de colonnes. C'est-à-dire, si vous, par exemple, ici, non, le nom est de type varchar. Ça veut dire c'est un string. Donc, si vous mettez, n'est-ce pas, un entier, un nombre entier, le nombre entier là va devenir automatiquement un string. Ça, on est d'accord, hein, c'est pareil qu'en JavaScript et tout ça. Donc, et en PHP aussi. Donc, si vous mettez 12 dans nom, ça ne va pas rejeter. Ça va dire que voilà, le 12 là, il est pris comme une chaîne de caractères. Voilà. Maintenant, par contre, si à la place, voilà, code postal, par exemple, c'est int. Donc, si code postal, vous mettez Kwaku, votre base de données va rejeter et va dire que Kwaku ne peut pas être mis dans code postal parce que vous avez défini code postal comme étant un entier. C'est écrit ici int. OK? Si jamais, lors de l'insertion, vous ne mettez rien dans le nom et dans le prénom, ça va rejeter aussi. Pourquoi? Parce que vous avez mis note nulle. Donc, note nulle, ça veut dire que le champ ne peut pas être vide. Donc, à chaque insertion, il faut que vous puissiez définir les éléments qui vont aller dans ces différentes colonnes. Donc, tout ce que j'ai à vous dire ici, c'est quoi? C'est que dans chaque colonne, vous devez respecter les types que vous avez mis pour faire les insertions. Vous devez respecter les contraintes d'intégrité pour faire les insertions. La seule chose que vous pouvez laisser vide, c'est ça, c'est le ID. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le ID, lui, peut rester vide, tout simplement parce qu'il est auto-incrémentable. C'est écrit ici, auto-increment. Donc, quand un élément est auto-increment, ça veut tout simplement dire que voilà, cet élément-là, vous n'avez pas besoin de le setter, hein, parce que tout simplement, le logiciel, hein, le système de base de données va tout simplement générer pour vous, n'est-ce pas, les éléments nécessaires bien évidemment, pour pouvoir travailler avec ça. OK? Voilà, donc on va faire une petite démo. On va faire une petite démo pour que vous compreniez mieux comment ça marche. On va faire une petite démo. OK. Donc, on est parti pour une petite démo d'insertion. Bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est d'accord que vous savez créer, n'est-ce pas? Vous savez vous connecter à votre base de données. Vous savez faire tous les tralala. Vous savez créer une table. Ça, vous savez le faire. Donc là, moi, j'ai créé la table client. Donc, si je vous demande de créer la table, je ne sais pas, ville, la table pays, quelle que soit la table que je vais vous demander de créer, normalement, vous êtes capable de le faire aujourd'hui. Bien, donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer à l'insertion. Bien. Alors, l'insertion, il va falloir écrire pardon, une syntaxe SQL. Donc, j'espère que vous avez pris le temps de regarder le fichier SQL que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp. Hein. J'espère que vous avez pris le temps de bien regarder comment ça, le SQL fonctionne et tout ça, et tout ça, et tout ça. OK? Donc, la première chose à écrire pour, n'est-ce pas, l'insertion, c'est insert. Donc, insert into, qui veut tout simplement dire insert dans. Et la table, c'est quoi? On va aller voir notre table. Alors, Konek a dit oui, vous pouvez faire tout ça dans PHP-Admin, mais le truc, c'est que PHP-Admin, c'est SGBD. Sinon, tout ce que vous faites, vous pouvez faire directement dans PHP-Admin. Je vous montre, regardez. Regardez. Voilà, là, je suis sur PHP-Admin, OK? Et on va dire que je veux aller. Bon, vu que notre base de données actuelle n'est pas très, très, très remplie, donc je vais utiliser une base de données sur laquelle je travaille avec mes clients. Par exemple, cette base de données-là, c'est la base de données Staller CRM. Et j'ai combien de tables dedans? J'ai 11 tables, OK? Donc, j'ai une table user, une table Staller comment, etc., etc. Donc, dans la table user, qu'est-ce que j'ai? J'ai un seul élément, c'est l'admin, OK? Donc, ici, dans SQL, ça, on en avait déjà parlé. Quand je tape ici SQL, OK? Si je fais, voici une syntaxe SQL, par exemple, qui est là. Si je fais select all from user, OK? Select all from user,
Tout simplement, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre ça. Hop, si je fais exécuter ici, il va m'envoyer tout simplement tous les données qui sont dans la table user. OK? Donc là, c'est admin, machin, machin. Maintenant, si je fais select all from user, where. Donc, where, maintenant, ça définit une condition. OK? Donc, c'est dit where name égale Kwaku. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire envoie-moi tous les éléments de la table user dont le nom est Kwaku. Vu qu'il n'y en a pas, il va m'envoyer 0. Vous voyez là, c'est marqué MySQL a retenu un résultat vide. Pourquoi? Parce que dans ma table, il n'y a pas d'utilisateurs qui ont le nom Kwaku. Par contre, si je fais select all from user where name admin, vu que j'ai un utilisateur qui a le nom admin, automatiquement, on me dit quoi? Affichage des lignes 00, total de 1. Et qu'est-ce que je vois ici? Le voici qui est là. Le voici, il est là. Admin, et tout ça. Donc, tout ce que vous faites en PHP, PHP, en fait, c'est pas. PHP, lui, c'est juste un langage avec qui on peut coupler le SQL. Mais sinon, le SQL, c'est un langage à part. PHP, c'est un langage à part. Comme HTML, ce sont des langages complètement à part. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, mais seulement qu'on peut les coupler pour créer quelque chose de grand. De la même manière, on coupe HTML, CSS, JavaScript pour le front-end. C'est de cette même manière qu'on coupe PHP, MySQL pour le back-end. Parce que PHP seul, il ne peut pas attaquer une base de données. Il faut MySQL pour qu'il puisse maintenant communiquer avec une base de données. Et voici maintenant, avec tout cet ensemble-là, on peut créer maintenant un site Internet robuste. Comme vous pouvez le voir, on peut créer des sites Internet vraiment robustes. OK? Voilà, mon site qui est là, bon, le site de Noenco, il y a pas de, si, il y a du PHP pour les inscriptions. Mais voilà, c'est du HTML, CSS pour le front-end, HTML, CSS, JavaScript. Et sur la partie des inscriptions pour les formations, ici, on a du PHP. Vous voyez là, voici les formations qui sont là. Bon, ça, c'est la formation à laquelle vous participez. Au début, la formation c'était deux formations au début. Il y avait une formation de 100 000 et une formation de 30 000. Et les deux font une formation de 130 000. Donc, les gens ont demandé à ce que les deux formations soient fusionnées au lieu qu'ils aient choisi une formation. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fusionné les deux formations. La formation PHP MySQL et la formation WordPress. Et les deux, maintenant, ont donné une formation de 130 000 francs. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur je m'inscris, vous avez un formulaire. Oui, le formulaire est là. Donc, si vous essayez de valider le formulaire, on va vous demander de renseigner vos informations. OK, donc là, je renseigne mes informations. Hop, je lance. Tac, vous voyez ici, j'ai une erreur. On me dit quoi? Le champ de téléphone doit contenir entre 4 et 10 chiffres. Pourquoi? Parce que dans ma base de données, j'ai dit que téléphone, ça doit être un chiffre. Et vu que ici, je n'ai pas mis des chiffres et que j'ai mis quoi? Des entiers, raison pour laquelle, pardon, j'ai mis une adresse mail, raison pour laquelle automatiquement, je récupère l'erreur de ma base de données. Cette erreur-là, je la formate dans du français, comme ça, parce que les erreurs MySQL, quand ça vient, c'est en anglais, comme vous avez pu le constater. C'est en anglais. Et puis, si vous n'êtes pas développeur, quelqu'un qui n'est pas développeur ne comprend pas. Et même, c'est interdit d'afficher les erreurs brutes MySQL comme ça sur votre site. Donc, quand vous récupérez l'erreur, vous formatez ça. OK? Donc, vous écrivez quelque chose par rapport à cette erreur-là. Et maintenant, vous récupérez et vous envoyez ça maintenant sur votre vue, raison pour laquelle il faut pouvoir fusionner quoi, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL pour pouvoir créer un site Internet. Voilà. Parce que lorsque MySQL envoie l'erreur, il envoie l'erreur à PHP. PHP, lui, me retourne l'erreur à partir de quoi? À partir de mon serveur. Je récupère cette erreur-là qui vient sur mon serveur. Je formate ça et j'envoie à partir de quoi? À partir de HTML. Maintenant, HTML, lui, va mettre les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre les couleurs maintenant? C'est mon CSS. Donc, vous voyez que c'est un ensemble de choses. OK? Si j'avais mis, vous voyez que là, pour que l'erreur s'affiche, il faut que la page se recharge. Si j'avais mis du JavaScript, la page n'allait pas avoir besoin de se recharger avant de m'envoyer un message d'erreur. Par exemple, je vais vous montrer ça sur ce site. C'est un site sur lequel je travaille pour l'un de mes clients actuellement. C'est un site c'est un site d'agenda, un peu comme Google Agenda, okay? Sur lequel je travaille pour l'un de mes clients actuellement. Vous voyez là, j'ai l'agenda qui est là, OK? Et voilà, je finis, je fais ça et je valide. Vous voyez, j'ai une erreur ici. Veuillez ajouter une pièce. Cette erreur-là, c'est parce que j'ai mis dans ma base de données que tant que l'utilisateur n'a pas mis une pièce jointe, il faut rejeter. Donc, ici, la page n'a pas besoin d'être rechargée avant que j'ai un message d'erreur. Automatiquement, j'ai mon message d'erreur. Pourquoi? Parce que lorsque PHP envoie l'erreur, je récupère sa partie, pardon, lorsque MySQL envoie l'erreur, je récupère sa partie de quoi? À partir de PHP sur mon serveur. Je formate ça avec HTML
Et ensuite, j'injecte ça à partir de JavaScript. Parce que je vous ai dit que PHP, il est asynchrone. Lorsque vous voulez faire, envoyer des erreurs, pardon, PHP, il est synchrone. Lorsque vous voulez envoyer des messages avec PHP, qu'est-ce qu'il fait? Lui, PHP, il est obligé de recharger la page avant d'envoyer un message d'erreur. Voici pourquoi on dit que PHP, il est synchrone. Alors que JavaScript, il est asynchrone. C'est-à-dire qu'il est dynamique. JavaScript, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que quelqu'un qui maîtrise bien JavaScript, c'est une pelle rare. C'est une pelle rare. Surtout si vous maîtrisez JavaScript et vous arrivez à maîtriser encore d'autres langages, vous couplez ça avec du Python ou du PHP, vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous êtes le GOAT, comme on le dit. Voilà, vous êtes le GOAT même en programmation. Vous voyez un peu. Donc là, lorsque le message d'erreur vient à partir de mon MySQL, je récupère ça dans mon serveur PHP, je formate avec HTML, j'envoie ça sur mon serveur à partir de Ajax. Donc, comme je vous l'ai dit, Ajax, c'est tout simplement un élément de JavaScript qui va nous permettre tout simplement de partir attaquer comment on appelle ça, des informations sur PHP ou bien sur un langage backend. Donc, je prends Ajax, j'attaque, je vois l'erreur qu'il y a, je formate cette erreur-là. Parce qu'on est d'accord que JavaScript peut formater du CSS et même du HTML. Donc, je formate ça avec du CSS et hop, j'affiche ici une petite pop-up. Donc, ça, c'est intéressant parce que la page n'a pas besoin d'être rechargée avant d'afficher un message d'erreur. Est-ce que vous voyez? Donc là, lorsque je vais mettre la pièce jointe, par exemple, si je mets une pièce jointe, voilà, je mets ma pièce jointe et que je valide, si tout est bon, hop, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous ne pouvez pas créer un rendez-vous à une date passée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre et j'ai mis le rendez-vous pour le 16 août. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être le 12, le 10 décembre et puis toi, tu veux un rendez-vous pour le 16 août en plus 2007. Donc ici, si je mets par exemple 2023, OK, et que je valide, et voilà, mon rendez-vous a été créé. Vous voyez ici, rendez-vous envoyé avec succès et automatiquement, sans que la page ne soit rechargée, j'ai automatiquement un message, on appelle ça une pop-up. Donc, j'ai automatiquement ce message-là qui m'affiche, qui me dit que voilà, mon rendez-vous a été créé. OK? Et lorsque je vais fermer, hop, il va me vider tous les champs ici. Ouais. Tout ça, c'est un couplage de HTML, CSS, JavaScript, PHP. Voilà. C'est de la fusion de tous ces langages-là. Voilà. Sur cette interface-là, vous avez du tout. Vous avez du HTML, vous avez du CSS, vous avez du PHP, vous avez du JavaScript, vous avez du MySQL sur cette interface. Vous avez tout ça sur cette interface-là. Oui. Donc, ça vous dit qu'un seul langage ne peut pas tout faire. Il faut maîtriser tout pour pouvoir travailler efficacement sur un site Internet. Vous voyez, là, si j'appuie ici, vous voyez, on va vous donner les informations. Il y a par exemple sur le site, OK? Donc là, c'est le système d'exploitation Ubuntu, Framework, nanana. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il faut maîtriser les choses, et en front-end, et en back-end, et en front-end, et en back-end. Il ne faut pas dire, voilà, moi, je vais me spécialiser seulement dans telle chose. Non, 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 il faut maîtriser tout. Aujourd'hui, on ne cherche pas un développeur qui maîtrise une seule chose. Non. Un bon développeur, c'est celui qui maîtrise et le front-end, et le back-end, et les bases de données. Parce qu'au début de la programmation, une seule personne ne pouvait pas faire tout ça. Donc, raison pour laquelle c'était scindé. Il y avait les développeurs front-end, les développeurs back-end et les administrateurs de bases de données. OK? Donc, les administrateurs de bases de données, ils travaillent que sur les bases de données. Les développeurs front-end, eux, font que HTML, CSS et JavaScript. Et les développeurs back-end, ils font seulement PHP, MySQL, Python, C#. Mais au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, une seule personne est censée maîtriser tout ça. Front-end, back-end et base de données. Pour pouvoir être un développeur vraiment au top du top dans le monde actuel qui est très, très, très concurrentiel. Très, très, très concurrentiel. Voilà. Si aujourd'hui, on a pu se battre pour que des Occidentaux puissent venir chercher des développeurs ici, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir travailler sur le projet, vraiment, c'est un exploit. Et nous, tout ce que l'on espère, c'est que les gens qui viennent derrière nous, nos petits frères, ou bien les gens qui apprennent la programmation, puissent continuer à pérenner dedans. Parce que des années avant, tous les sites, il n'y avait pas de site qui était fait en Afrique. On faisait ça là-bas. Même les gens en Côte d'Ivoire, ici, dans les pays africains, envoyaient le site pour être fait au Maroc ou en Occident, aux États-Unis, tout ça. L'Afrique noire, c'était complètement mis à côté parce qu'effectivement, on n'avait pas les compétences pour. Mais avec la génération qui est arrivée, on a montré que on est capable de faire ce que les Indiens font, ce que les Marocains font et tout ça, on est capable de faire, et même mieux. Et même mieux. Voilà. Donc, on compte maintenant sur les gens qui arrivent derrière, qui sont en train d'apprendre un peu comme vous, nos petits frères qui sont en train de faire actuellement IDEA et tout ça. On compte sur eux vraiment
pour continuer à pérenner le truc, quoi. Voilà. Combien de temps pour être des front-end, back-end? Alors, le seul conseil efficace que moi je peux donner à quelqu'un ici, c'est de ne pas chercher à savoir le nombre d'années qu'il faut pour devenir développeur. Moi, je vous dis toujours, ça m'a pris 5 ans. 5 années pour être au niveau où je suis aujourd'hui. 5 ans. Oui, 5 ans. La vie est faite d'objectifs, hein. La vie est faite d'objectifs. Moi, je m'étais fixé un objectif. J'avais pour objectif de devenir un excellent développeur quand j'ai commencé la programmation. Parce que j'aimais ça. J'aimais ça. J'aimais le développement. Voilà. J'aimais ça. De base, comme moi, j'ai eu mon bac et j'ai voulu faire l'informatique. Je ne savais pas que le développement existait. Je ne savais même pas que pour créer les sites Internet, il fallait faire un PhD. Je ne connaissais pas tout ça. Moi, je voulais juste faire informatique parce que j'aimais beaucoup les jeux vidéo, ce genre de choses. Donc, je voulais faire informatique pour pouvoir voir comment les gens fabriquent les jeux vidéo. Parce que j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Je suis un gros geek de jeux vidéo même. J'adore les jeux vidéo. Donc, je voulais faire informatique pour savoir comment les gens font pour créer les jeux vidéo. Et quand je suis arrivé en IDEA, 2012, 2013 par là, 2011, 2012, j'ai appris qu'il existait le développement web. Comment créer les sites Internet. Et en même temps, je suis tombé sur l'histoire de Mark Zuckerberg, ce jeune étudiant de 16 ans qui aujourd'hui, à 30 ans, est multimilliardaire. Certes, je ne peux pas être multimilliardaire comme lui. Bon, je ne me sous-estime pas, mais c'est vraiment pas possible parce que les gars ont déjà tout fait. Mais j'ai vraiment eu, je sais pas, cette envie-là de, voilà, de percer aussi dans ce domaine. J'ai aimé. En toute chose, c'est l'amour, en fait. Quand tu aimes quelque chose, même si tu ne vaux rien, ça va te donner les moyens de réussir. Donc, j'ai aimé ça. Voilà, quand on est arrivé en informatique, on nous a appris les bases de données, on nous a appris le développement web et on nous a appris le réseau. Parce qu'en Afrique, on ne fait pas formation jeux vidéo. Donc déjà, ça, c'était un rêve à oublier. Au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on ne fait pas formation en jeux vidéo. Tu veux te former en jeux vidéo, soit j'allais au Maroc, en France, dans les pays occidentaux ou dans les pays américains, ou en Asie, ou en Inde. C'est là-bas que tu vas faire une bonne formation en jeux vidéo. Même les formations en développement web, là, ce n'était pas beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est versé. Voilà. Donc, ça vous dit que l'Afrique, on est très en retard. Mais on essaie quand même, voilà, hein, avec les générations qui arrivent, de voilà. Et même aujourd'hui, les formations en développement qu'on fait à l'école sont très en retard. Pour être honnête avec vous. À l'école, quand on s'en va, c'est pour juste avoir le diplôme. Sinon, quand tu sors de l'école, tu n'es pas développeur. Je vous le dis honnêtement. Tout ce que moi j'ai appris, je l'ai appris moi-même dans les formations et avec mes mentors. Sinon, à l'école, rien. On est parti juste pour avoir diplôme, pour pouvoir postuler d'entreprise. C'est tout. Mais au jour d'aujourd'hui même, les bonnes entreprises qui veulent recruter des développeurs s'en foutent carrément de votre diplôme. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est vos compétences. Raison pour laquelle, quand vous venez postuler, on vous demande de montrer des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Et ça, j'ai dit ça à mademoiselle Kadi. Je lui ai dit, si elle veut vraiment devenir une bonne développeuse, parce qu'elle m'a envoyé un message pour avoir des conseils, je lui ai dit, si elle veut devenir une bonne développeuse, il faut qu'elle se donne des projets elle-même. Et puis elle fait. Et puis elle garde ça. Et puis maintenant, elle est partie postuler maintenant. Quand tu vas arriver, ils vont te dire, bon, tu n'as pas de diplôme dedans. OK, mais tu dis, tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est comme ça qu'on recrute des informaticiens aujourd'hui. On s'en fout de ton diplôme parce qu'on sait qu'à l'école, on t'apprendrait. Qu'est-ce que tu sais faire? On te teste techniquement. Quand tu es bon, on te garde. C'est comme ça. C'est comme ça. Là où moi je suis aujourd'hui à Côte-Ouest ici, il y a des gens qui ont master et tout, mais voilà, qui ont fait des études dans les Indes là-bas. Moi, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire. Je ne suis jamais sorti même de la Côte d'Ivoire pour aller en Occident. Quand je sors, c'est pour aller au Ghana, les pays limitrophes. Je ne suis jamais allé en Occident. Mais pourtant, les gens quittent là-bas pour venir me chercher ici ou des marchés. J'ai eu des clients en France, j'ai eu des clients en Inde. Pourtant, on dit l'Inde est le pays le plus développé en informatique. Mais on vient chez, ils quittent là-bas, viennent chez développeurs en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, en toute chose, c'est l'amour. Ne regardez pas combien de temps il me faut. Sinon, là, vous n'allez jamais évoluer. Dites-vous plutôt comment il a fait pour devenir fort. C'est tout. Voilà. Quand toi-même, tu te dis comment j'ai fait pour devenir fort, tu vas devenir fort. C'est tout.
Mais quand tu es là en train de chercher, non, et ça me prend combien de temps? Bon, c'est comme si toi-même, tu te mets des limites, en fait. Tu te mets des limites. Moi, je vous ai dit, je ne me suis pas dit, bon, quand je vais arriver en 2022, il faut que j'ai accompli ça, 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 ça. Non, non, je ne me suis pas dit ça. Je ne me suis pas dit ça. Je me suis juste dit, bon, ça va. Je me suis juste dit, je veux exceller dans ce domaine. Comment je vais faire pour exceller dans ce domaine? C'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas savoir les frustrations, vous ne pouvez pas rentrer dans ma vie privée, que j'ai accepté pour être là aujourd'hui. Toutes les personnes qui m'ont dit l'informatique, ça ne marche pas en Afrique. Tout ce que tu es en train de te tuer à faire là, c'est zéro. Mais aujourd'hui, qui me disent non, franchement, on avait tort. Sans vouloir rentrer trop dans ma vie, parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Au début de l'informatique, là, les gens ne pensaient pas que, voilà, on allait arriver à ce stade-là aujourd'hui. Les gens ne pensaient pas. Parce qu'il y avait des gombos, on envoyait ça à l'étranger. Moi, j'ai plein d'amis avec qui on a commencé le développement qui ont abandonné au cours de route parce que les parents leur ont dit, mon ami, va faire autre chose. Il y a plein qui sont partis faire secrétariat, technico-com et tout. Mais moi, je suis resté dans le développement avec d'autres gars aussi qui sont restés dans le développement, qui aujourd'hui, chacun s'en sort. Plein de mes gars m'ont dit, le développement, tu te donnes à fond dedans pour rien. Si tu veux vraiment réussir dedans, va en Occident. Parce qu'ici, là, c'est zéro. Il n'y a pas de développeur qui a l'argent. En Afrique, ici. Mais aujourd'hui, chacun voit le style de vie de son ami. Il y en a qui regrettent, qui se disent, eh, si on avait continué. En toute chose, c'est l'amour. Moi, je dis ça toujours. Quand tu aimes quelque chose, il n'aura te décourager. Comment tu es allé jusqu'au bout. Si tu n'as pas fait pour toi, tu t'en fous parce que tu aimes la chose. Tu sais que tu n'as pas fait ça cadeau. C'est ça. Mais quand tu essaies de faire quelque chose parce que voilà, bon, tu veux suivre juste la tendance, on dit développement et l'argent, rien fait. Non, tu vas pas. Quand je vous vois là, je sais les personnes qui ont l'amour de la chose. Je sais. Je sais aussi ceux qui sont là pour juste apprendre, bon, on ne sait jamais. Je ne vais pas citer le nom, mais je connais le niveau de vous tous. Je sais qui aime, je sais qui n'aime pas, je sais qui fait juste parce que, bon, voilà, c'est le développement, il y a l'argent, donc il essaie. Je sais, je sais. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est, voilà, les gars, 16 heures, on va continuer. Tout ce que je peux dire, hein, on va clore la session de concept. Là. Tout ce que je peux dire, c'est aimer ça. Aimer. Tu aimes, tu aller au bout. Peu importe le nombre d'années que ça va te prendre. Tu aimes, tu iras au bout. Si tu veux devenir bon développeur en Inde, hein, donne-toi les. C'est possible, hein? Je ne dis pas que c'est impossible. Moi, j'ai pris 5 ans, mais vous pouvez prendre 1 an. Ça dépend de votre façon d'apprendre. Vous pouvez prendre 2 ans, vous pouvez prendre 6 mois. Ça dépend de comment tu apprends. Si tu ne dors pas la nuit, tu es dessus non-stop, ça dépend 6 mois. Tu vois un peu, un peu. Donc, ça dépend de votre façon d'apprendre. Mais tout ce que je peux dire, c'est de ne pas compter le nombre d'années. C'est de se dire, la formation de la Rallye va finir. Qu'est-ce que je fais après ça? Est-ce que ce que j'ai appris là, les vidéos, tout ça, je garde quelque part, et puis le jeu n'est rien à faire, il lire, ou bien je me donne des projets personnels à faire. Et puis peut-être envoyer ça au coach pour qu'il corrige, il me guide, il essaie de toucher des personnes pour m'insérer dans le domaine. Moi, il a déjà dit. Et même ça fait partie même des avantages de la formation. C'est dit que les personnes qui seront vraiment motivées, moi, je suis prêt à les aider. J'ai plein d'amis qui ont des entreprises en informatique. Même moi-même, la Halo, c'est mon entreprise en informatique. J'ai nous aussi qui est une autre entreprise en informatique. Je suis prêt à prendre des gens qui disent, bon voilà, voici un projet client, tiens, il faut faire. Et puis quand le client voit l'argent, on se partage. Mais il faut que tu aies, il faut que je sois convaincu que tu vas faire un bon travail. C'est ça en fait. Je vais me dire, bon voilà, je vais voir mon gars, bon voici quelqu'un que j'ai formé, prends-le en stage chez toi, donne-lui des projets. Mais c'est pas pour aller verser mon visa par terre. C'est pour que mon gars me dise, ah vraiment, ton coin, la râle là, tu formes bien les gens. Et ça me fait de la publicité. Mais c'est pas parce que tu t'es inscrit, tu as payé 130 000, que même si tu ne vaux rien, il va aller te recommander à quelqu'un. C'est pas possible du tout. Tu as payé pour la formation, tu n'as pas payé pour que tu te recommandes à quelqu'un. Je te recommande si jamais tu as les compétences pour que je te recommande.
C'est aussi simple que ça. C'est pas sûr, se comprend, mais c'est comme ça, quoi. On a fait la première formation en front-end en février. 3 mois de formation. HTML, CSS et JavaScript. À part M. Labi Constant qui a envoyé le projet, personne n'a envoyé de projet jusqu'à aujourd'hui. Donc, les gens ont payé 60 000 francs pour faire une formation front-end de 3 mois. Ce que les coins comme NAN et tous ces centres de formation là font pratiquement à 300 000. À Lara Lover, formation front-end, on fait ça à 60 000. Ce que de l'autre côté, on fait à 300 000, 150, où il n'y a même pas de suivi. Parce que moi, j'ai donné formation à NAN, j'ai donné formation IAT. Je sais comment toutes ces choses-là marchent. C'est cher, mais il n'y a pas de suivi. Le jour de cours, vous faites cours. Quand le cours est fini, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. À la fin du mois, on vient caisser l'argent. C'est-à-dire, l'homme qui a vous suivre, est-ce que vous avez fait exercice? On s'en fout de ça. Tu as payé, c'est pour suivre. Pour le reste, ça, c'est ton problème. 60 000 francs avec tout le suivi nécessaire. À part M. Labi, personne n'a pu envoyer de projet aujourd'hui. Même vous-même, projet HTML, CSS, à part le groupe de Kadi, les autres, zéro pointé. On a demandé de le refaire jusqu'aujourd'hui, zéro. J'ai envoyé même un projet HTML, CSS une fois là. Parce que vous-même, vous avez demandé d'envoyer. J'ai envoyé. À part Atron et Kadi, personne n'a fait. Personne. Et à chaque fois que j'envoie des exercices, c'est pour ça maintenant, je ne me suis même plus envoyé des exercices en fait. Parce qu'à chaque fois que j'envoie des exercices, c'est soit Atron, Kadi qui font, ou bien souvent Jonas, et puis Nabil aussi qui se défend bien. Voilà. Lui, tu sais qu'il aime. Ouais, il n'est pas fort, mais il aime. Donc, il se donne les moyens. Il se donne les moyens. Il était là en février, il est revenu en congé. Pareil pour Jonas. Jonas, lui, Fontaine, ça allait. Raison pour laquelle les premiers cours, là, il venait même pas. Mais à partir de JavaScript vers la fin, il a commencé à se donner les moyens de venir. PHP, il est toujours là. Même s'il vient en retard, mais il est là. Et ça, c'est des choses qu'il ne connaît pas encore. Mais HTML, CSS, M. Jonas il maîtrise ça depuis. Mais malgré ça, il a payé depuis le début de la formation. Voilà. Bon, enfin bref, on va continuer. Tout ce que je peux dire, ne regardez pas le nombre d'années. Donnez-vous les moyens de devenir fort. C'est tout. Voilà. Donnez-vous les moyens de devenir fort. Si vous voulez, vous faites un budget, vous mettez l'argent de côté. Ça, là, c'est l'argent de formation. Il veut maîtriser l'informatique. Voici mon argent de formation, il m'a coûté. Il est fini dans Poulara Lover, OK. Je vais aller me perfectionner en PHP parce que ici, la formation, honnêtement, on a vu que les bases. Et ça, je vous le dis depuis le début. On a vu les bases. Avec ces bases-là, vous pouvez créer des sites, mais pas des sites extraordinaires. Il y a d'autres choses à voir encore. Là, maintenant, il faut payer des formations spécialisées. HTML, CSS, vous n'avez pas besoin de payer des formations spécialisées parce qu'on a déjà tout vu en HTML, CSS. Là où vous devez payer des formations spécialisées, c'est JavaScript et puis PHP. Les deux là. Moi, je vous encourage, en tout cas ceux qui veulent, partez payer des formations spécialisées en PHP et en JavaScript. C'est-à-dire, formation spécialisée, là, quand tu t'en vas, on fait que PHP sur 6 mois. On ne fait pas autre chose que ça. PHP sur 6 mois, ou bien PHP sur 3 mois. On vous montre tous des PHP. Ce qu'on a vu là, c'est les bases. Les boucles, c'est les bases. Il y a du vrai PHP même, qu'on appelle programmation orientée objet. C'est-à-dire, comme JavaScript, il y a son PHP, parce que la programmation orientée objet, c'est du JavaScript. Mais PHP fait aussi ça, depuis peu. PHP fait ça. Ce que moi, je vous ai montré, ça, c'est le PHP qu'on appelle procédural. Ça, c'est le PHP normal, classique, natif. Mais il y a le PHP orienté objet aussi, qui est plus costaud, qui est plus difficile que ce que je vous ai montré là. Mais si vous avez envie d'apprendre, vous allez aller faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être, c'est-à-dire, quand on dit développer PHP, c'est que tu maîtrises son procédural, tu maîtrises son orienté objet. C'est ça, on dit que tu es développeur PHP. Voilà. Donc, il y a plein de formations sur Udemy. Vu que vous aimez bien les formations en ligne, plus personne ne vient sur une formation en présentiel. Vous aimez bien les formations en ligne. Il y a plein de formations sur Udemy de PHP. Hein? Plein de formations sur Udemy. Je ne sais pas si vous connaissez Udemy. Il y a plein de formations sur Udemy qu'on appelle ça, de PHP. Des formations complètes. Bon, c'est pas comme ce que je suis en train de faire avec vous. Si vous avez des questions, je peux vous répondre en temps réel. Mais c'est des formations. Moi, je me suis formé aussi sur Udemy dans certaines choses.
particulièrement en développement mobile. J'ai payé une formation ici en développement mobile parce que j'avais envie d'apprendre Flutter. Mais ce qui est bien, c'est que certes, la formation est déjà préenregistrée, mais quand vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions, envoyer un mail à celui qui a créé la formation. Il va vous répondre. En tout cas, quand tu as payé, là, il te répond. Quand tu n'as pas payé, il ne te répond pas. Donc, il faut payer les formations. C'est ce que moi, je vous dis toujours. Rien n'est gratuit dans la vie. Et c'est un investissement. Il faut payer. Voilà. Donc, si vous venez ici, PHP par exemple, OK? Vous avez des formations Udemy PHP qui sont là. Et c'est des formations, on est d'accord là, Udemy même en promotion. Vous voyez, 13,99 $. Ça fait à peine, ça fait même pas 10 000 francs, la formation. Ça fait même pas 10 000 francs. OK? Ils sont en promotion. Vous voyez, normalement, la formation coûte 84 $. Mais là, ils sont à 13. Et ça, ce sont des occasions à ne pas rater. Ça fait même pas 10 000 francs la formation. Ouais, ouais. Donc, vous avez des formations ici complètes que vous pouvez utiliser pour vous former. PHP. Vous pouvez taper PHP POO. Le POO, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le PHP orienté objet. Et vous avez des formations, vous voyez là. Là, 83% de réduction. Et là, on est d'accord que la promotion finit dans 5 heures. C'est écrit ici. Donc, vous voyez, la réduction finit d'ici demain. Même pas demain, même d'ici 20 heures, même pas là. Ouais. Donc, voici des trucs à ne pas manquer, quoi. C'est un peu. JavaScript, pareil, tu viens ici, tu écris ton JavaScript, tu veux te former, OK? Tu mets JavaScript, hop, et tu as les cours JavaScript qui sont là. Et tu payes la formation qui t'intéresse. OK? Les meilleures formations sont les formations où il y a le plus d'étoiles. Où est là? 4,7 étoiles. Donc, vous allez vous payez la formation, vous inscrivez. Et puis voilà, quand vous avez des questions, vous posez la question directement au professeur. Et puis voilà. Moi, Udemy, j'avais un compte exactement comme ça avant de créer la Rollover où j'enregistrais les formations, puis je mettais dessus pour vendre mes formations. Mais après, j'ai arrêté parce que enregistrer les vidéos, ça prend du temps. Sinon, voilà. Ouais, un peu. Formez-vous, les gars. En tout cas, pour ceux qui aiment, soyez prêts à dépenser pour vous former parce que c'est bénéfique. Demain, là, quand tu as payé 10 000 pour te faire former, tu vas vendre tes services là à au moins 100 000 francs pour un site internet. Basique. Au moins 100 000 francs CFA. Au moins. Sans compter que tu peux aller vendre formation. Par exemple, chez Open Classroom. Tu peux aller vendre formation chez Open Classroom. Ouais. Moi, j'ai mon salaire de Côte Ouest. J'ai mon salaire de chaque fin de mois que le truc me verse. Open Classroom. J'ai l'argent que je gagne avec la Halover. J'ai l'argent que je gagne avec No Co, mon autre entreprise, avec mes prestations. Donc, vous voyez que ça fait plusieurs sources de revenus. Ouais, là, ce mois, je gagne combien avec Open Classroom? Pratiquement 750 $, si je ne me trompe pas. Voilà. Ce mois-là, je gagne 740 € avec Open Classroom. Voilà. Ouais, 740 €. Là, mais ils ne m'ont pas encore payé. Ouais, c'est écrit ici, soumis pour le paiement. Je gagne 740 €. Et 740 €, ça fait plus de 400 000. Ce n'est pas mon salaire. Moi, j'ai déjà mon salaire. J'ai déjà d'autres entrées d'argent. Bref, on continue. Bien. Donc là, on poursuit. Donc, insert into pour insérer une donnée dans la table. Bien, donc, insert into, je vais aller voir ma table, la table que j'ai créée là, c'est cours PHP, ok? Et la table s'appelle client. Bien. Donc, insert into client, ok? Avec S, donc, ensuite je mets les parenthèses et on va mettre les différentes valeurs, ok? Donc, les valeurs sont nom, ok? Donc, ça c'est la première valeur de ma table. Prénom, donc j'ai nom, j'ai prénom, j'ai adresse, j'ai ville, j'ai code postal, j'ai pays et j'ai mail. Donc ça, ce sont les champs de ma base de données. Maintenant, je vais insérer les valeurs qui vont rentrer dedans. Et donc les valeurs, je mets values, ok, comme ça, je mets les parenthèses. Donc le nom va correspondre à quoi? On va dire que je veux m'insérer moi-même.
Vu que c'est une chaîne de caractères, il faut mettre ça, les griffes, OK? Il faut mettre les griffes. Donc, mon nom, je vais mettre mon nom, virgule, prénom. Donc, prénom, c'est aussi une chaîne de caractères. Donc, le prénom, je vais mettre Olivier, OK? Mon adresse, Grand Bassin, c'est un string, OK? Ma ville, Grand Bassin aussi, hein. Bon, l'adresse, on ne va pas mettre Grand Bassin. Je vais mettre plutôt là où j'habite, c'est mieux. Donc, Coco 1, Fila 202. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui manque? Nom, prénom, adresse, ville, code postal. Donc, mon code postal, ce n'est pas un string, c'est un entier. Donc, code postal, je vais mettre la Côte d'Ivoire, hein, 00225. Le pays, la Côte d'Ivoire. Donc, CIV, hein, pour abréger. Et le mail, donc je vais mettre mon mail, folivier@noenco.com. Voilà. Et voilà. Bien. Donc là, une fois que j'ai mon script SQL qui est là, comme je vous ai dit, il faut exécuter le SQL. Donc, on exécute avec le nom qu'on a utilisé pour... bon, je vais mettre mon DBCO. Je vais mettre connexion. Voilà. Donc, la variable que vous avez utilisée pour faire votre connexion à la base de données, c'est dessus que vous appliquez la fonction exec. Et la fonction exec va prendre le script SQL. Ça, je vous ai déjà dit. Exec, lui, prend un script SQL. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant afficher ici, OK, l'utilisateur, l'utilisateur a bien été créé. Et donc, je vais aller exécuter ça ici. Hop, j'actualise et on me dit quoi? L'utilisateur a bien été créé. Donc, je viens ici dans ma base de données pour vérifier qu'il a bien été créé. Et on est d'accord qu'il a bien été créé. Le voici qui est là. Noam Olivier, adresse Coco 1 Villa 202, ville Grand Bassam, code postal 225. Bon, parce que c'est un entier. Et les 00 qui sont devant, il les enlève. Pays Côte d'Ivoire, mail, mon mail, date d'inscription. Voici la date d'inscription. Pourquoi? Vous allez me dire, mais la date d'inscription, je n'ai pas mis, mais ça a été mis automatiquement. Ça a été mis automatiquement. Pourquoi? Parce que regardez, bon, je l'ai enlevé. Il est en timestamp. OK? Et timestamp, automatiquement, va ajouter les informations, un peu comme l'ID. L'ID, je n'avais pas mis. Mais vous voyez qu'il a été mis automatiquement à 1. Bien. Je vais créer un deuxième. On va dire, par exemple, Koné, Kadi. Bon, je ne sais pas où elle habite, donc on va mettre, je sais pas quoi, on va mettre, bon, on s'en fout. On va mettre, par exemple, Cocody, hein, Cocody, Abidjan. Elle est en Côte d'Ivoire. Son mail, on va dire koné.kadi. Hop, je finis. Je viens ici, j'actualise ma page. On me dit, ah ouais, normal. Je dois enregistrer d'abord. Voilà, j'actualise. L'utilisateur a bien été créé. Hop, je viens ici. Et voici Koné Kadi qui est là. Bon, ici, Koné Kadi, le Koné, là, le E accent aigu n'a pas été pris en compte à cause de l'interclassement. Ça, j'en avais parlé. À cause de l'interclassement. OK? Donc, l'interclassement, là, j'ai déjà créé ma table. Je ne suis pas sûr que ça a été dans le bon interclassement. Là, c'est UTF-8 Général CI. Mais je pense que il faut utiliser plutôt le UTF-8 MB4CI. Voilà. Donc, ça, c'est l'interclassement, hein. C'est un peu comme avec HTML. Lorsque vous ne mettez pas dans le HTML le meta-char7 UTF-8, tout ce qui est U accent aigu va s'afficher bizarrement comme ça. Voilà. Donc, voici comment on insère des données dans notre table. OK? Voici comment on insère les données dans notre table. OK? Donc là, euh, euh, je le fais manuellement parce qu'on n'a pas encore vu les formulaires. Mais lorsqu'on va voir les formulaires, vous allez voir la magie de PHP. Lorsque un utilisateur met son nom, son prénom, toutes ces informations-là dans un formulaire et qu'il a pu suivre valider, vous allez faire maintenant le traitement derrière pour enregistrer les informations
dans, dans la base de données et maintenant lui afficher maintenant un message. C'est vraiment très, très passionnant. Est-ce que vous avez des questions sur l'insertion? Ou est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est bon, les gars? Ok, super. Bien. Donc, si vous avez compris, on poursuit. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'insérer les données comme ça, une à une, concernant la clé, normalement, ça devrait passer à 2, mais là, c'est passé à 3. Ça, je pense que j'avais déjà expliqué ça. Donc, si automatiquement, il est passé à 3, c'est que j'avais déjà créé un utilisateur qui avait la clé 2. Voilà. Raison pour laquelle il est automatiquement passé à 3. Et ça, je pense que j'avais déjà expliqué. J'ai dit que les ID auto-incrémentent, si jamais vous avez déjà quelque chose qui avait déjà cette valeur, lorsque ça vient, ça ne suit pas une autre logique. Quelque chose qui existait déjà, si vous le supprimez, quand vous revenez, ça incrémente à partir de ce qui a été supprimé. Ça n'incrémente pas à partir de l'existant. Ça, je pense que j'avais déjà expliqué ça. Voilà. Ça, je pense bien que j'avais déjà expliqué ça dans un précédent cours. Voilà. Bien. On est bon? OK. Donc, si on est bon, je poursuis. Supposons que vous avez plusieurs entrées que vous voulez insérer. Donc, vous n'allez pas faire un, après venir faire un autre, après venir faire un autre. OK? Si vous avez plusieurs entrées, vous n'avez pas besoin de faire ça. OK? Donc, dans ce genre de situation, vous pouvez créer plusieurs, n'est-ce pas, requêtes que vous allez insérer en une seule fois. Je m'explique. Alors, on va dire ici, j'ai SQL1, qui est ça. J'exécute SQL1. Bon, on a déjà créé Koné Kadi, hein, on va créer Quadio Alfred, par exemple. Cocody Abidjan, nanani. Ici, je mets alfred.k. Donc, ça, c'est la première requête. OK. Ensuite, je prends ma deuxième requête que je vais appeler SQL2. Donc, quand vous faites la requête, vous exécutez avant de faire la deuxième. Voilà. Donc là, je prends ma deuxième requête. On va dire Yoro. Quoi? Cocody Abidjan avec le mail yoro.f. Et quand je finis, j'exécute ce deuxième script SQL. Donc, $connexion exec SQL2. Et quand je finis, je mets ici, je ne mets plus l'utilisateur parce que j'en ai créé deux. Donc, je mets les utilisateurs ont bien été créés. Bien. Je finis, je vais exécuter. Voilà, on me dit les utilisateurs ont bien été créés. Donc, je viens ici et j'ai mes utilisateurs qui sont là. Donc, comme vous avez pu le voir, monsieur Alfred, vous voyez que là, 3, on n'est pas passé à 6. On est passé à 4 et 5. Vous voyez? Mais si par contre, je supprime, par exemple, monsieur Yoro, vous voyez, on est à 1, 3, 4. Si j'essaie de rajouter un autre, donc j'essaie de rajouter monsieur Yoro encore parce que je l'avais déjà supprimé. Et j'enlève euh, Quadio, qui est déjà dans la base de données. OK. Bon, c'est pas les, c'est l'utilisateur. Voilà, on s'en fout. Je vais mettre tout simplement créer avec succès, hein. On va pas perdre le temps. Voilà. Créer avec succès.
Voilà, on me dit si créa avec succès. Lorsque je vais venir regarder, vous voyez qu'il est passé à 6. Il n'est pas passé à 5. Donc ça, j'avais déjà expliqué. Les auto-incrémentes ne se basent pas sur un ordre logique. Non. Ils se basent sur un ordre, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais en tout cas, quand vous créez des éléments base de données, ce qui est supprimé, il n'est pas supprimé. Il est là dans la mémoire tampon. Et donc, quand vous ajoutez une nouvelle ligne, ça commence à compter à partir de l'élément qui a été supprimé et non pas à partir des autres éléments qui sont là. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Alors, M. Alfred qui avait eu une erreur, qui avait dit qu'il n'arrivait pas à, je ne sais pas faire quoi là, à insérer. C'était quoi l'erreur à votre niveau? Parce que là, moi, on vient de faire des insertions. Vous avez pu, comme vous avez pu le voir, tout est passé tranquillement. Donc, c'était quoi l'erreur à votre niveau, M. Alfred? Parce que le message d'erreur disait que vous avez une erreur de syntaxe. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, concernant la clé, normalement, ça devrait passer à 2, mais là, c'est passé à 3. Bon, je ne sais pas si, monsieur Alfred, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit que hors caméra, lorsque j'étais en train de faire mes tests, sûrement que j'ai créé quelque chose qui est passé à 2. Ou tout simplement, lorsqu'il y a une erreur, là, une erreur, si vous avez bien suivi, il y a une erreur de création dans la base de données, où l'erreur est sortie et ils ont dit que email already existe. C'est sûrement pour ça que, au lieu de passer à 2, il est directement passé à 3. Depuis que je ne fais qu'expliquer ça, je ne sais pas pourquoi on rentre dans ce débat. Une erreur de syntaxe, mais vous ne voyez pas où se situe l'erreur. Donc, je vous laisse bien chercher ça tranquillement.
À quel moment il faut créer la base de données? Vous créez la base de données normalement dès l'initialisation de votre projet. Dès l'initialisation de votre projet. Déjà de base, euh, c'est tout simplement de créer la base de données, juste simplement faire un if. Donc, vous faites un if pour vérifier est-ce que la base de données existe déjà. Si la base de données n'existe pas, vous la créez. Sinon, si elle existe, vous ne la créez plus et vous continuez le traitement des autres choses. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qu'on a eu à faire en PHP depuis les if-else, ça suit son cours encore. OK? Ça suit encore son cours. Donc, vous allez faire un if. If base de données existe, on la crée plus. Sinon, on la crée. Donc, comment faire pour savoir si la base de données existe? Vous essayez d'exécuter. Quand vous exécutez, vous aurez un message d'erreur comme quoi database already exist. Donc, une fois que vous avez ce message d'erreur, ça veut dire que ça existe déjà. Dans ce cas, vous n'avez plus besoin de la créer. Automatiquement, vous passez à autre chose. OK? Est-ce qu'on est bon? On est bon? Si on est bon, on va poursuivre. Bien. Donc, on poursuit. On va maintenant passer à la préparation des requêtes. OK? Là, je vous ai montré comment insérer de façon brute, mais ce n'est pas ultra sécurisé. Et lorsque vous essayez de vous, même pas vous essayez. Lorsque vous travaillez avec les informations des gens, lorsque vous travaillez avec les données des gens, il ne faut pas vous amuser à, avec ça, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que c'est des données sensibles. Il ne faut pas permettre à ce que n'importe qui puisse avoir accès à votre base de données. Parce que les utilisateurs qui vont s'inscrire sur votre site, c'est des gens qui ont, ils vous font confiance, en fait. Ils vont mettre leur adresse, leur nom, leur prénom. Ils mettent des informations sensibles. OK? Donc, vous ne pouvez pas ne pas mettre des sécurités sur votre base de données ou des sécurités dans votre script pour permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi avec les informations des gens. Sinon, vous êtes capable d'être traduit devant les institutions compétentes, donc les juridictions. OK? Parce qu'on ne crée pas un site pour créer un site. Lorsqu'on crée un site, il faut s'en tenir aux règles et aux normes hein, du droit, du droit des gens. Donc, vous avez les informations des gens, c'est vous seul qui avez le droit dessus. Si vous vous souvenez bien, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a été poursuivi en justice, je crois, à une époque là, parce qu'il était accusé d'avoir divulgué pardon, des bases de données de Facebook à certains groupes bizarres. Hein. Donc, il vendait, et ça, mais ça a été prouvé, qu'il vendait les informations des gens à la CIA, voilà, à, à- à des institutions. Et il a été poursuivi en justice pour ça. Et il a perdu pas mal d'argent parce qu'il devait payer des dédommagements. Donc, on ne joue pas avec les données des gens. Quelqu'un ne va pas venir mettre ses informations où il habite, tout ça, sur ton site, et toi, tu vas jouer avec. Facebook, c'est encore pire, parce que Facebook, tu peux savoir où quelqu'un est grâce à Facebook. Grâce à Facebook. Parce que les gens mettent exactement ce qu'ils font, c'est quand ils mangent, quand ils chient, quand ils pissent, ils mettent ça sur Facebook. Donc, tu peux savoir exactement ce que quelqu'un fait à l'instant T grâce à Facebook. Donc, du coup, c'est des informations très sensibles, il ne faut pas jouer avec. Bien. Donc, les requêtes préparées sont des requêtes qui vont être créées en trois temps. La préparation, la compilation et l'exécution. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur les requêtes préparées. Donc, pourquoi il faut utiliser des requêtes préparées? Il faut utiliser des requêtes préparées pour éviter les injections SQL. C'est quoi une injection SQL? Donc, une injection SQL, c'est tout simplement lorsque des hackers vont venir sur votre site et essayer de faire du bidouillage sur votre script. OK? Donc, si vous n'avez pas de sécurité et que vous écrivez les scripts SQL comme ça en brut, n'importe qui peut faire n'importe quoi sur votre site Internet. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ce genre de choses-là qu'il faut vraiment, mais vraiment, vraiment éviter.
OK? Donc, les requêtes ne peuvent pas être mises comme ça. Je vais vous montrer un exemple. OK. On va dire que on récupère des valeurs. On va simuler quelque chose comme si on récupère des valeurs à partir euh, d'un formulaire. OK? Donc, je vais mettre un commentaire. Bien. Donc, on va dire par exemple une variable nom qui va être égale à Kwame, une variable prénom qui va être égale à Jean, OK? Une variable adresse, OK, qui va être égale à euh, qui? C'est quoi la suite après adresse ville qui va être égale à Abidjan, pays qui va être égal à Côte d'Ivoire, OK? Pardon, bon, on s'en fout. Bon, je vais mettre dans l'ordre, il y a code postal que j'ai sauté. Donc, code postal qui va être égal à 225. Donc, ville, code postal, pays. Et sur le mail, vous allez voir, sur le mail, je vais faire du bidouillage. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, regardez bien. Je fais ça et je mets kk@gmail.com. OK. Et ça, hop, bien. Donc, vous voyez le bordel que j'ai écrit ici? Bien. On va maintenant essayer de faire l'exécution. Donc, ici, je fais mon travail, OK? Avec toutes les informations UGL que vous connaissez, OK? Et maintenant, on va passer maintenant à l'insertion, tout simplement. Donc, lorsqu'on veut insérer nos données avec notre insert tout que nous avons ici, OK? Donc, je fais tout simplement mon SQL insert tout. Donc, ça, j'enlève parce que maintenant, je vais travailler avec des variables. Donc, $nom, $prénom, adresse, ville, code postal, pays, email. Bien. Donc là, c'est tout simplement les variables que j'ai mis. Rien d'extraordinaire. Donc quand je finis, je fais mon exécution. Bon, je vais mettre ça SQL parce qu'on en a plutôt. Voilà. Je finis, je fais mon exécution. OK.
Et cette fois, vu que nous sommes en train de faire des requêtes préparées, pardon, je suis en train de faire n'importe quoi. Euh, Ici, mettre de connexion, begin transaction. Voilà. Donc, le begin transaction, vous allez me demander à quoi il sert. Tout simplement, il sert à faire un autocommit. Voilà. Donc, ça, c'est très utile pour les requêtes préparées. Bien. Donc, lorsque nous allons finir, lorsque nous utilisons le, le execute, OK, si nous avons pardon, qu'est-ce que je raconte? Lorsqu'on utilise le begin transaction, si nous avons des erreurs, nous pouvons utiliser le rollback. OK. Voilà, la connexion, rollback. Voilà. Donc, le rollback, c'est au cas où nous avons des erreurs. Donc, il retourne un booléen. OK? Donc, il envoie true lorsque nous avons une erreur et faux au cas où au cas où ça échoue, tout simplement. Donc, true lorsque c'est bon et faux lorsque ça échoue. C'est ce que nous avons ici dans le message. True on success or false on failure. OK? Bien. Nous allons maintenant exécuter notre script. Donc là, je m'assure que tout est bon, hein. Non, ah, ça, personne n'a vu ça, hein. Ça, c'est prénom que je devais écrire ici. Personne n'a vu ça. Heureusement que je suis revenu regarder. Donc, nom, prénom, adresse ville, code postal, puis email, connexion. Là, on est bon. On begin la transaction. On met notre script avec les différentes variables. Nom, prénom, adresse, ville, code postal, puis email. On exécute la requête. On affiche un message de validation lorsque tout est bon. Et ensuite, hop, on est là. Bien, bien. Là, je pense qu'on est bon. On va essayer d'exécuter le script. Donc là, j'actualise. Bien. Là, ici, on me dit syntax error or access violation. C'est normal. Bon, là, je pense que je ne peux pas faire d'injection SQL. Je ne peux pas vraiment vous montrer les injections. Je ne peux pas vraiment vous montrer les injections à cause de ça. Ah ouais, je pense que MariaDB, ils ont ajouté des sécurités. Je voulais vous montrer les injections. Et là, je pense que MariaDB, ils ont ajouté les sécurités. Ils ne considèrent pas tout ça comme un string. Il a défini qu'il y a une erreur. Extraordinaire. Je ne savais pas que MariaDB avait mis ces sécurités-là. Mais là, déjà, c'est top. Là, déjà, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Franchement, extraordinaire. C'est top. Donc là, c'est MariaDB. Bon, je pense que peut-être c'est MySQL qui n'a pas encore fait la mise à jour. Je ne sais pas s'ils ont fait la mise à jour ou pas. Mais là, MariaDB a vraiment le top là. Le top du top. Le top du top. Avant, il allait prendre tout ça. Donc, il allait insérer. Donc, je vous montre déjà. Ce qu'il allait faire, là, je pense qu'ils ont fait une mise à jour. Donc, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait insérer bien les données ici. Je vous montre. OK. Donc, il allait insérer Kwame Jean avec toutes les informations. Comme adresse mail, il allait insérer, comme adresse mail, il allait insérer le kk@gmail.com. Et ensuite, il allait insérer une deuxième ligne en bas avec A comme nom, B comme prénom, C comme adresse, D comme ville, 1 comme code postal, E comme pays et F comme mail. Mais là, je pense bien que ils ont mis ils ont mis les informations à jour. Franchement, c'est top. C'est top. Mais par contre, on va continuer le cours sur la préparation des requêtes. Voilà. Au moins, ça vous évitera, lorsque vous serez dans certains paramètres, de d'éviter les injections.
tout simplement. Voilà, ça vous évitera tout simplement d'éviter les injections. Donc, du coup, on y va. Comment faire maintenant pour éviter les injections? Même si MariaDB a mis un système de sécurité pour contrecaler les injections SQL. Bien. Donc là, on suppose que j'ai mon Kwame Jean. Bon, on va bien regarder l'ID ici, il est à 6. OK? Donc, j'ai mon Kwame Jean de Pogon City, nanani, qui n'a pas été créé. Bien. Je vais maintenant mettre une bonne adresse mail. Voilà. Jean.kwame@gmail.com. OK. Bon, monsieur Alfred, essayez d'augmenter le son, s'il vous plaît. Bien. Donc là, jean.kwame@. Comment maintenant je vais préparer? Donc là, maintenant, on ne va plus faire directement ici les choses à l'arrache. Ok. Qui a activé son micro? Maintenant, on ne va plus faire les choses à l'arrache. OK? On va préparer nos requêtes SQL. Et c'est comme ça que je vous invite à travailler dès aujourd'hui. Bien, on y va. Donc ici, j'enlève ça. Hop. Non, attendez. Ne même pas que j'ai à retaper la chose. Je vais tout simplement commenter. Voilà. Donc, je mets SQL va être égal à $connexion et j'utilise prépare. Donc, prépare, c'est une requête préparée. Comme vous pouvez le voir ici, il prend un string. Le string, c'est la requête. Bien. Donc, je fais mon prépare. OK? Donc, lorsqu'on a le prépare, normalement, lui, il ne nous sert plus à rien. Voilà. Bien. Dans le prépare, je vais maintenant mettre ma requête SQL. Donc, je vais décommenter ça. Voilà. Je récupère ma requête. Hop. Et je vais la déposer ici. Tiens. Donc, j'enlève le point virgule qui est là parce qu'il ne sert plus à rien. Bien. Donc, j'ai mon script SQL que je suis en train de préparer pour mon insertion dans ma base de données. Bien. À ce niveau, nous allons tout simplement enlever tout ça. Lorsque les requêtes sont préparées, là, on a un niveau de sécurité en plus. Pour les insertions, on va mettre deux points nom comme ça, virgule, deux points prénom, virgule, deux points adresse, virgule, deux points fil. Donc ça, c'est comme si nous sommes en train de créer tout simplement des variables que nous allons utiliser pour faire une exécution. OK? Donc, deux points nom, deux points prénom, deux points adresse, deux points ville, deux points code postal, deux points pays, deux points mail. Bien, là, on a préparé notre requête. Maintenant que la requête est préparée, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exécuter. Donc, on fait connexion. Pardon, pas connexion, excusez-moi. C'est plutôt sur le SQL. SQL, voilà. Et nous allons utiliser maintenant execute. Voilà. Bien. Donc, le execute, comme vous avez pu le voir, il prend un tableau. Array. OK? Donc, on nous dit quoi? Que c'est un tableau avec les valeurs, avec plusieurs valeurs qui peuvent être utilisées pour des paramétrages SQL qui seront exécutés. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, vu qu'il prend un tableau, je vous ai déjà dit, il y a deux façons de créer des tableaux. Soit vous mettez comme ça des crochets, soit vous mettez quoi? Array. OK? Et vous allez maintenant commencer à définir vos choses. OK? Pour moi, array, je trouve ça un peu caduque. Donc, je préfère les crochets. OK? Bien. Première variable SQL, c'est non. Donc, les tableaux en PHP, je ne vais pas revenir dessus. Vous savez comment on les crée. C'est clé, flèche, valeur. Donc, le nom là correspond à non, virgule.
prénom, virgule. Je sais que là, vous êtes en train de vous dire, mais les insertions au début étaient beaucoup plus faciles. Là, ça devient compliqué. Mais c'est là, c'est la méthode la plus utilisée maintenant pour éviter les injections SQL et être dans le haut niveau de sécurité. Même si MariaDB, aujourd'hui, a un niveau de sécurité, mais il faut, on ne sait jamais, il faut rester dans les normes. Voilà. Adresse ville. Ensuite, deux points, code postal. Code postal. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis? Pays et mail. Donc, pays. Bien. Une fois qu'on a fini, hop, nous avons terminé avec notre exécution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher maintenant notre message de validation, tout simplement. OK? On affiche tout simplement notre message de validation. Aussi simple que ça. On va tester, voir si tout est bon. Normalement, si tout est bon, on a créé avec succès, qui est là. Hop, on va venir ici actualiser. Alors, il n'a pas été créé, mais on nous dit créer avec succès. Alors, est-ce que... Et je vois un truc. Ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Alors, il doit venir à quelque part. On regarde attentivement. Tac, tac, tac. J'essaie de commenter le begin et le rollback. OK. On va essayer de voir. Bien. Donc, c'est à cause du begin et du rollback. OK. Il a été créé. Il est là. Alors, donc, là, à chaque erreur aussi, c'est comme si c'est une insertion qui était là. Raison pour laquelle le 6 il est passé à 10. Toutes les insertions qui ont échoué, il les a incrémentées. Voici pourquoi de 6 nous sommes passés à 10. Bien. Donc, lorsque nous utilisons le prépare et le execute, il ne faut pas utiliser begin transaction et rollback. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Des questions?
Oui, dans ce cas, il faut utiliser des variables. Exactement, monsieur Atron. Ici, il faut utiliser des variables. Ça paraît logique, hein? Ça paraît logique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des variables. Vous pouvez mettre des valeurs en string, comme vous voulez. Mais là, en fait, je suis en train de vous préparer à l'utilisation des formulaires. Et on est d'accord que les formulaires, tout ce que vous allez récupérer vont être mis dans des variables. Sinon, vous pouvez ne pas mettre des variables, hein, vous pouvez faire manuellement. Mais on est d'accord que lorsque les utilisateurs vont créer des informations sur votre site, vous allez récupérer ça dans des variables pour faire les insertions. Vous n'allez pas venir à chaque fois faire les choses manuellement. Donc, c'est cet automatisme-là que je suis en train de vous apprendre comme ça, petit à petit. Donc, on tend en fait vers ça. Est-ce qu'on est bon? Les autres, est-ce que c'est bon? Monsieur Alfred, voici une deuxième façon d'insérer. Si la première façon, vous n'y arrivez pas, vous pouvez essayer cette deuxième façon. Et même, je vais vous montrer une troisième façon tout à l'heure, qui est moins compliquée que ça, mais qui est d'autant plus sécurisée aussi. Kadi, est-ce que c'est bon? Bien. Donc là, je vais vous montrer maintenant une autre façon de d'insérer. Et demain, on va continuer avec MySQL. Bien. La deuxième façon de faire des insertions avec la préparation, avec les requêtes préparées, pardon, c'est tout simplement d'utiliser, au lieu d'utiliser les deux points comme ça, comme marqueur, hein, ça on appelle ça des marqueurs hein, ou des variables si vous voulez. Voilà. Donc au lieu d'utiliser ces marqueurs-là, on va utiliser plutôt des points d'interrogation. Donc là, je mets point d'interrogation. Et c'est même ça qui est le plus utilisé même avec Laravel. Donc, Laravel qui est un framework de PHP. Lorsque les requêtes sont préparées avec tout ça, avec les frameworks-là, c'est cette méthode-là qui est utilisée, la méthode des points d'interrogation. Donc, on a combien? Chaque point d'interrogation va correspondre en fait à une donnée. Donc, on a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il me faut 7 points d'interrogation. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. J'ai mes 7 points d'interrogation, mes 7 valeurs. Et ici, maintenant, je vais exécuter tout simplement en enlevant, donc toujours dans un tableau, hein, mais en enlevant les autres éléments. Donc ça, c'est encore plus facile, c'est beaucoup plus lisible et c'est la méthode la plus utilisée avec PHP. Voilà. Donc vous mettez votre tableau comme ça, sans clé. De toute façon, les clés seront gérées automatiquement par PHP. Donc vous ne mettez pas de clé.
Vous laissez ça comme ça et vous faites l'insertion. Donc là, je suis obligé de changer l'adresse mail, sinon j'aurai une erreur. Ils vont me dire que l'adresse mail existe déjà. Voilà, c'est ça que j'ai ici. Donc, je vais changer l'adresse mail et je vais mettre par exemple Jean 2. Donc ici, Kwame, je vais mettre les choix. Je laisse ça comme ça. Quoi, bref, je viens enregistrer. On me dit qu'il a été créé. Je regarde ici. Voilà, le voici qui est là. Il vient d'être créé. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus sécurisée et la plus utilisée à l'heure actuelle pour travailler avec PHP. Vous mettez les points d'interrogation. Chaque point d'interrogation correspond à un élément de votre base de données. Et dans le execute, vous allez tout simplement mettre vos différentes variables comme ça. Et ça, c'est vraiment du gâteau lorsque vous travaillez avec les, comment on appelle ça, Euh, avec les formulaires. C'est vraiment du gâteau. Est-ce que c'est bon? Ah, monsieur Alfred, il ne faut pas chercher des raccourcis en programmation, hein. Il faut se donner les moyens de... Voilà, pas chercher les raccourcis. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer avec... demain, on va vraiment accélérer, hein. Donc, s'il vous plaît, demain à 15 heures, soyez là. Parce qu'on ne va pas attendre quelqu'un. Même s'il y a une personne, demain, je commence. Voilà, on va vraiment accélérer demain. Donc, soyez là, s'il vous plaît. Bon, soyez là demain pour qu'on puisse continuer avec la modification, la suppression et la récupération. Est-ce qu'on est bon? Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, s'il vous plaît, allez reprendre ça. S'il vous plaît. Voilà, les différentes méthodes qu'on a vues là, allez reprendre ça. Faut pas, ne partez pas dormi. Allez reprendre ça. C'est bon? Merci à vous. Et puis, on s'attrape.